espion d'1 milliard de dollars. L'histoire d'Adolphe Tolkachev. À Moscou, au 7e étage de l'ambassade des États-Unis, boulevard Novinsky, numéro 21, se trouvait une petite pièce exiguë, l'un des endroits les plus secrets du renseignement américain dans tout l'URSS. Il n'y avait qu'environ 20 minutes à pied jusqu'au Kremlin. C'est dans cette minuscule résidence de la CIA que le 7 décembre 1982 a débuté une opération complexe sous le nom de code Jack dans la boîte. 2 hommes et 2 femmes sont montés dans une voiture sur le parking de l'ambassade, sous l'œil d'un policier soviétique à la porte. Ce dernier a immédiatement signalé le mouvement du véhicule au Comité de la sécurité d'État, KGB. Il était connu que les diplomates se dirigeaient vers une fête pour célébrer l'anniversaire d'un collègue. Cette information avait été obtenue à l'avance par les services secrets soviétiques en écoutant les conversations téléphoniques des employés de l'ambassade. Cependant, le KGB ne savait pas l'essentiel. 2 de ces diplomates étaient des agents de la CIA, et la fête elle-même n'était qu'une légende, une couverture pour l'opération spéciale. Le grand gâteau que l'une des femmes tenait dans ses bras dissimulait en réalité un dispositif astucieux. Dans le travail des illusionnistes et des espions, il y a beaucoup de points communs. Les 2 doivent détourner l'attention du public. Dans ce cas, le public des agents américains était constitué des employés du contre-espionnage soviétique. Les voitures des diplomates américains circulaient presque toujours sous surveillance. Le véhicule de filature du KGB restait derrière, à une courte distance. Cela signifiait qu'au moment où la voiture tournait, au coin de la rue, le véhicule des Américains disparaissait de la vue de leurs poursuivants pendant quelques secondes. C'est précisément durant ces brefs instants que la magie devait se produire. À l'avant, sur le siège passager de la voiture américaine, se trouvait un agent de la CIA. Sous ses vêtements habituels, il avait enfilé un costume typique d'un retraité soviétique. Sur les genoux de la femme assise à l'arrière reposait ce fameux gâteau. En réalité, un dispositif mécanique complexe ressemblant à un jouet pour enfants, Jack dans la boîte. Vers 10h, lorsque la voiture a tourné dans la rue appropriée, le conducteur a légèrement freiné. La portière s'est entr'ouverte et l'agent déguisé en retraité a glissé hors de l'habitacle sur le trottoir. En même temps, la femme à l'arrière a placé le gâteau sur le siège passager vide, a appuyé sur un levier caché et une poupée mannequin, ressemblant à leur collègue absent, a jailli de la boîte. Tout cela s'est déroulé en quelques secondes, pendant que l'agent de la CIA, devenu un passant anodin, faisait quelques pas dans la rue. Une voiture de filature du KGB est apparue au coin de la rue. Les agents soviétiques ont compté 4 personnes dans la voiture américaine, et celle-ci a continué à suivre son itinéraire prévu. L'illusion avait réussi. Cependant, l'opération ne s'est pas arrêtée là. L'agent de la CIA devait encore changer d'apparence, prendre le tramway pour quelques arrêts, afin d'être sûr, puis marcher dans plusieurs rues pour s'assurer qu'il n'y avait plus de filature. Tout cela, il l'avait entrepris pour une seule raison, rencontrer un homme qui était probablement l'agent le plus précieux du renseignement américain sur le territoire de l'URSS, ce fameux espion d'1 milliard de dollars. Pour la plupart des gens, les espions sont presque des êtres mythiques, connus surtout par le biais de films d'aventure. S'il n'y avait pas des nouvelles périodiques sur les échanges et les expulsions d'agents, on pourrait les ranger sans hésitation dans la même catégorie que les elfes et les licornes. Cependant, l'histoire qui va suivre est comme une porte vers une véritable Narnia des espions. On y trouve tous les attributs traditionnels du cinéma sur les agents spéciaux. Des cachettes,
des caméras dissimulées, une pilule mortelle cachée dans un stylo, des signes codés, un système de surveillance élaboré et des manœuvres pour échapper à l'observation, un art de la dissimulation et des messages chiffrés. Mais il est important de noter que dans ce cas, tout cela n'est pas une fiction, mais une réalité documentaire. Chaque personnage a des dates de naissance et de décès, ainsi qu'une biographie unique entre ces dates. Et le protagoniste est l'un des agents les plus chanceux et efficaces du renseignement américain en URSS. Pendant de nombreuses années, il a fourni à la CIA des informations secrètes dont la valeur cumulée s'élevait à plus d'1 milliard de dollars. Et cela se passait en plein cœur de Moscou, littéralement sous le nez du KGB omniprésent. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été confrontés à un nouvel adversaire principal, un ancien allié de la coalition anti-hitlérienne, l'Union soviétique. La tragédie de Pearl Harbor était encore fraîche dans les mémoires. En décembre 1941, l'attaque surprise des Japonais sur la base navale américaine avait entraîné la mort de milliers de soldats et la destruction de dizaines de navires. L'enquête a révélé que l'une des raisons de la catastrophe était la désunion des services de renseignement, qui n'avaient même pas réussi à échanger des informations d'alerte. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, la CIA, Central Intelligence Agency, a été créée en 1947, le premier service de renseignement unifié de l'histoire du pays. Rapidement, ce nouveau département a considérablement élargi ses fonctions. En plus de la collecte et de l'analyse de données, il s'est engagé dans l'espionnage actif et la réalisation d'opérations secrètes à l'étranger. Dans la guerre froide qui a commencé, la CIA s'est retrouvée en première ligne du front invisible, dont le principal adversaire était l'Union soviétique. Les services de renseignement américains collectaient activement des informations à travers le monde, grâce à des déserteurs, des émigrés, des militaires et des diplomates soviétiques à l'étranger. Cependant, les données les plus précieuses ne pouvaient être obtenues qu'au cœur même de l'URSS, et c'est là qu'émergeait un problème sérieux. L'État soviétique contrôlait strictement la vie de ses citoyens et avait mis en place un système de contre-espionnage d'une efficacité phénoménale. Un des employés de la CIA a avoué au début des années 1950 qu'il était à peu près aussi difficile de recruter un informateur ayant accès à des secrets importants à l'intérieur de l'Union soviétique que de faire atterrir des espions sur Mars. Il n'est donc pas surprenant que durant ces années, les informations américaines sur les plans militaires de l'URSS demeuraient extrêmement limitées. Cela représentait un danger considérable, car la guerre froide risquait à tout moment de se transformer en une phase chaude. Au cours des premières décennies d'après-guerre, la CIA n'a enregistré que quelques succès véritablement retentissants dans le domaine soviétique. Des exemples de tels succès sont les histoires de Piotr Popov et d'Oleg Penkovsky, sans doute les agents soviétiques les plus efficaces de la CIA dans les années 1950 et 1960. Piotr Popov. En 1953, à Vienne, le major du GRU, Piotr Popov, a secrètement remis à un diplomate américain une lettre proposant sa coopération. Au cours des années suivantes, il est devenu l'un des agents les plus utiles de la CIA. Il a fourni au service de renseignement de nombreux documents secrets, y compris des plans d'utilisation de l'armement nucléaire soviétique en cas de guerre. En 1958, Popov a été soudainement rappelé à Moscou pour un contrôle. Après des interrogatoires, il a été révélé que le KGB le soupçonnait de trahison. Au début, le service de renseignement a tenté d'utiliser le taupe démasqué comme agent double en lui faisant passer de la désinformation, mais Popov
a réussi à prévenir secrètement la CIA qu'il avait été découvert. Un tribunal soviétique l'a condamné à mort et l'espion a rapidement été exécuté. Oleg Penkovsky. En 1961, à Moscou, le colonel du GRU Oleg Penkovsky, se faisant passer pour un haut fonctionnaire du Comité d'État pour la science, a remis lors d'une réception diplomatique à un représentant britannique une lettre proposant une coopération secrète entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Au cours des années suivantes, ce nouvel agent a transmis aux employés de la CIA et du MI6 des milliers de photocopies de documents secrets concernant les forces armées soviétiques. Ces informations ont joué un rôle crucial lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Grâce à elles, l'Occident a pris connaissance du déploiement et des caractéristiques techniques des missiles soviétiques à Cuba. À la fin de 1962, Penkovsky a disparu de manière inattendue. Il a ensuite été révélé que le KGB le soupçonnait. Une caméra cachée avait été installée dans l'appartement du colonel et lors d'une perquisition, du matériel d'espionnage occidental avait été découvert. Le procès de Penkovsky en 1963 s'est déroulé à huis clos et a été largement couvert par les médias soviétiques. Il a été condamné à mort et exécuté peu après. Après la démasquage et l'élimination de ses agents, l'activité de la résidence de la CIA à Moscou a pratiquement cessé pendant de nombreuses années. Le nombre total d'employés de la CIA travaillant sous couverture diplomatique à l'ambassade a été réduit à quelques unités. La direction craignait que même si une source prometteuse pouvait être recrutée à l'intérieur de l'URSS, il y avait un grand risque d'obtenir un informateur sous couverture du KGB qui fournirait aux Américains des informations fausses. L'histoire de Popov ne faisait qu'accentuer de telles craintes. Une extrême prudence est resté le principe fondamental du travail jusqu'au milieu des années 1970. En janvier 1977, le chef de la résidence de la CIA à Moscou, Robert Fulton, s'est arrêté à une station-service au centre de Moscou, souvent fréquentée par des diplomates étrangers. Lorsqu'il a terminé de faire le plein et s'est réinstallé dans sa voiture, un inconnu s'est soudainement approché du véhicule. Un homme corpulent, de taille moyenne, d'environ 50 ans, vêtu d'un manteau ordinaire et d'une chapka en fourrure, comme des milliers d'autres citoyens soviétiques. L'homme mystérieux a demandé en anglais « Êtes-vous américain ? J'ai besoin de vous parler. » Fulton, surpris, a demandé ce qu'il voulait. L'homme est alors passé soudainement au russe, s'est excusé, a glissé une note à Fulton, puis s'est immédiatement éclipsé. Toute la scène n'a duré pas plus de 15 secondes. Quelques minutes plus tard, Fulton était déjà assis dans sa petite chambre, au 7e étage de l'ambassade, lisant la note reçue dans un cadre relativement sûr. C'était le seul endroit où les agents de la CIA pouvaient discuter de telles surprises, tout en restant eux-mêmes. En dehors des murs de cette résidence, même dans le bâtiment de l'ambassade, ils devaient jouer le rôle de diplomates ordinaires. Parmi le personnel, il y avait des citoyens soviétiques, dont certains collaboraient secrètement avec le KGB. Dans la note, écrite en russe, l'inconnu demandait une rencontre confidentielle avec un représentant de l'ambassade pour discuter de choses très importantes. Et il avait même joint un plan détaillé indiquant où et comment mener la conversation. Fulton a envoyé un rapport sur ce contact au siège de la CIA à Langley. La réponse de Washington a été sans équivoque. Ignorer la tentative, car le risque de provocation était trop élevé. Quelques semaines plus tard, l'insistant inconnu est réapparu près de la voiture de Fulton. Cette fois, non loin du bâtiment de l'ambassade. Il a discrètement remis une note
où il répétait à nouveau sa proposition de rencontre personnelle et indiquait les coordonnées du lieu présumé, mais sans fournir de détails supplémentaires. La CIA a de nouveau décidé de ne pas répondre. Encore quelques semaines plus tard, le même homme a remis au chef de la résidence une nouvelle lettre, cette fois plus substantielle. Dans son message, il écrivait qu'il comprenait les inquiétudes des Américains et se présentait en détail, ingénieur travaillant dans l'une des entreprises de défense classées. Une fois de plus, l'inconnu fixait une date et un lieu pour un potentiel rendez-vous. Cette fois, Robert Fulton ne considérait plus le mystérieux visiteur comme un agent du KGB. Il était peu probable que les agents de la sécurité soviétique tentent si insistant d'attirer l'attention en multipliant les approches. Cependant, le scepticisme de la direction de la CIA n'avait pas disparu. Il semblait trop peu probable qu'un passant, au hasard, choisisse précisément la voiture du chef de la résidence. Quoi qu'il en soit, à l'anglais, il a de nouveau été interdit d'entrer en contact. Quelques mois plus tard, Fulton a même complètement ignoré la dernière tentative de l'inconnu. Celui-ci essayait de lui remettre un paquet, mais le résident n'a pas engagé la conversation. Une telle extrême prudence était justifiée. L'année précédente, la CIA avait perdu plusieurs informateurs précieux, et le cas le plus retentissant fut l'échec de l'agent Alexandre Ohorodnik. Ce diplomate soviétique, travaillant à l'étranger dans les années 1966, aimait la belle vie et avait accepté de collaborer avec le renseignement américain en échange d'une généreuse récompense. Les premiers contacts avaient eu lieu en Colombie, après quoi Ohorodnik avait été transféré à Moscou, à un poste élevé. Là, il avait continué à transmettre secrètement des informations. Le plus souvent, l'échange se faisait par le biais de planques, des lieux convenus où l'agent laissait des matériaux secrets, documents, pellicules photos, etc., que l'employé de la CIA récupérait discrètement plus tard. Cette tactique à l'ancienne excluait les rencontres personnelles et était considérée comme relativement sûre. Cependant, en 1977, le KGB avait arrêté une employée de l'ambassade américaine alors qu'elle tentait de récupérer un nouveau colis d'Ohorodnik dans une planque. Il s'est avéré que le diplomate lui-même avait été capturé un peu plus tôt par le contre-espionnage soviétique, et lors de son interrogatoire, il avait réussi à avaler une capsule empoisonnée pour éviter d'être traduit en justice. La complice arrêtée a immédiatement été déclarée persona non grata et expulsée du pays. Chaque échec de ce type causait un double préjudice à la CIA. L'organisation perdait à la fois son informateur et son propre agent sous couverture. C'est pourquoi au siège, on craignait tant les provocations. Si la rencontre proposée par l'inconnu s'était révélée être un piège du KGB, un autre diplomate de l'ambassade aurait inévitablement été expulsé du pays sans rien. Presque un an s'était écoulé depuis cette première conversation à la station-service, et le mystérieux volontaire avait entrepris une nouvelle tentative. Cette fois, il a même fait 2 apparitions. Il est réapparu à la même station-service et a remis 2 fois des lettres aux conducteurs de voitures portant des plaques américaines. À chaque fois, les destinataires étaient des employés ordinaires de l'ambassade, qui ont ensuite transmis les enveloppes reçues aux représentants de la CIA. Maintenant, l'inconnu a décidé de jouer le tout pour le tout et a complètement révélé son identité. Dans la lettre, il indiquait « Je, Tolkachov, Adolphe Georgievitch, travaille depuis 1954 à l'Institut de recherche en ingénierie radio, actuellement en tant que chef designer. » Les 2 nouvelles lettres étaient assez volumineuses. Tolkachov a détaillé sa biographie,
mentionnait les noms complets de sa femme et de son fils de 12 ans, ainsi que son adresse personnelle et les numéros de son téléphone fixe et de son bureau. De plus, il a immédiatement déclaré être prêt à transmettre aux Américains des informations sur un tout nouveau radar secret sur lequel travaillait son bureau d'études. Après toutes les vérifications possibles, la direction de la CIA a finalement décidé qu'on pouvait faire confiance au contact. D'après les informations, l'ingénieur soviétique avait effectivement accès à des renseignements précieux. Il a été ordonné d'organiser une rencontre en personne pour faire connaissance avec le nouvel informateur. Adolf Tolkachov a été attribué le nom de code Sphère. Il s'est avéré que Tolkachov avait décidé de trahir son pays, non pas par hasard, mais sous l'influence d'une histoire qu'il avait entendue sur la radio Voix de l'Amérique. Cette station de radio occidentale était l'une des rares fenêtres ouvertes sur le monde pour les soviétiques. Et c'est là qu'Adolf avait appris l'histoire du pilote Viktor Belenko. En 1976, le capitaine Belenko avait réalisé une évasion audacieuse. Il avait piloté son chasseur intercepteur, Mi-25, d'un aéroport soviétique en Extrême-Orient jusqu'au Japon, où il avait demandé l'asile politique. En échange de sa liberté et d'une nouvelle vie, le pilote avait transmis aux Américains des informations secrètes sur les derniers avions de combat soviétiques et les systèmes de radar. Dans l'une de ses lettres, Tolkachov avait clairement écrit qu'il souhaitait faire la même chose que Belenko. Il avait même décrit comment, après la fuite du pilote, la conception du MiG-25 avait été modifiée et il avait promis de révéler des données sur une nouvelle avancée dans le même domaine, un radar aérien secret. Pour la CIA, de telles allusions étaient d'une valeur inestimable. Les radars soviétiques existants avaient une vulnérabilité. Ils détectaient mal les cibles volantes à basse altitude, avions ou missiles, ce qui offrait un sérieux avantage à un éventuel adversaire. Des faits aussi sensibles n'auraient guère été divulgués par les services spéciaux soviétiques simplement pour capturer un espion. Cette information semblait extrêmement précieuse et a eu un impact significatif sur la décision d'entrer en contact avec Tolkachov. Après la décision d'établir un contact, le responsable de Sphère a été désigné comme étant l'agent de la CIA John Gilcher. Né et élevé aux États-Unis dans une famille d'émigrés russes, il maîtrisait parfaitement la langue. Il parlait presque sans accent. Les intonations à peine perceptibles pouvaient à peine trahir un natif des pays baltes plutôt que d'Amérique. Après son service militaire, John a rejoint les services de renseignement et a finalement été affecté à Moscou. Sa première tâche a été de prendre contact avec le nouvel agent de manière prudente. Il était impossible d'appeler Tolkachov directement depuis l'ambassade. Le KGB surveillait non seulement chaque mouvement des diplomates américains, mais écoutait également leurs lignes téléphoniques. Même les appartements des agents de la CIA pouvaient être sous surveillance. Pour les appels confidentiels, les résidents utilisèrent des cabines téléphoniques publiques. Gilcher et sa femme avaient élaboré tout un plan. Officiellement, ils avaient prévu d'aller au Bolchoï. Pendant l'un des entr'actes, John s'est glissé dans le hall et a atteint le téléphone public, tandis que sa femme distrayait leurs collègues soviétiques parmi les employés locaux de l'ambassade. Il s'est avéré qu'elle travaillait pour le KGB. Un bref appel a constitué le premier contact. L'Américain a confirmé à Tolkachov que ses lettres avaient été reçues et qu'il serait bientôt contacté de manière plus concrète. Ensuite, Gilcher est retourné tranquillement à sa place. L'observatrice soviétique n'avait rien remarqué. Lors du prochain appel, le responsable a informé l'agent, Sphère, des coordonnées où l'attendait un colis contenant des instructions détaillées. Le paquet était dissimulé dans un gant de travail ordinaire
laissé à proximité de la cabine téléphonique. Adolf Tolkatchov a facilement trouvé le cache et a récupéré le contenu. À l'intérieur, il a trouvé des instructions détaillées sur la manière de transmettre des informations secrètes à la CIA. Le schéma reposait sur ce qu'on appelait une lettre secrète. Les Américains avaient préparé une fausse lettre. Prétendument, une touriste américaine de Moscou écrivait à son grand-père aux États-Unis. Selon le plan, l'agent devait indiquer au dos des feuilles de cette lettre les informations secrètes qu'il connaissait, non pas directement, mais à l'aide d'un papier de copie spécial, en chiffrant les données avec un code convenu. Ensuite, Tolkatchov devait envoyer l'enveloppe à l'adresse indiquée aux États-Unis, qui menait en réalité directement aux mains de la CIA. À l'administration, on comprenait parfaitement que la censure soviétique allait presque certainement ouvrir l'envoi international pour vérification. C'était une pratique standard. Cependant, le texte chiffré ne devait pas attirer l'attention, et même s'il était découvert, il était impossible à lire sans la clé spéciale. Tolkatchov a reçu un tableau particulier pour le chiffrement. Un tableau identique n'était disponible que pour les agents de la CIA, ce qui signifiait que seuls eux pouvaient déchiffrer le code. Après quelques semaines, la résidence de Moscou a effectivement reçu la lettre de la touriste d'Adolf Tolkatchov. L'enveloppe montrait des signes d'ouverture, mais le code secret était resté intact. Grâce à celui-ci, l'agent Sphère a transmis des données sur les dernières avancées soviétiques, en particulier sur les nouveaux modèles de radar, les systèmes de guidage et les résultats récents des essais. Cette information représentait une immense valeur pour le renseignement américain. Il est remarquable que Tolkatchov ait parfaitement suivi toutes les instructions lors de la préparation du message secret. Il est devenu évident qu'il était temps de rencontrer la personne en personne. Il fallait établir un contact plus étroit et discuter des conditions de coopération. Bien sûr, des rencontres en personne avec un agent clandestin sur le territoire soviétique étaient extrêmement risquées et, en cas d'échec, pouvaient entraîner un important scandale international. Mais la CIA a estimé que le jeu en valait la chandelle. Un spécialiste soviétique ayant accès à des développements secrets. C'était précisément le prix qu'il poursuivait depuis longtemps. Et Adolf Tolkatchov pouvait tout à fait s'avérer être cette source précieuse. Fin des années 1970, Adolf Tolkatchov a atteint l'âge de 50 ans. Selon les normes du système soviétique, il était un homme plutôt prospère. Il occupait un poste élevé de chef designer au bureau d'études Phasotron, au sein d'un institut de recherche scientifique travaillant pour les besoins de l'industrie de la défense. L'appartement des Tolkatchov se trouvait dans l'une des prestigieuses tours staliniens, près de l'ambassade américaine. Un tel logement n'était attribué qu'aux cadres de la nomenclatura, occupant des postes importants. Lors de leur première rencontre en personne, John Gilcher a d'abord demandé au nouvel agent quelle était sa motivation, ce qui l'avait poussé à prendre un tel risque. Adolf a d'abord esquivé la question, disant que tout était très compliqué et qu'il faudrait en parler longtemps. Finalement, il a seulement reconnu qu'il était dissident par nature. Les deux parties ont ensuite abordé les questions financières. Tolkatchov a de nouveau évoqué l'histoire du pilote Viktor Belenko et a noté qu'il aimerait recevoir des États-Unis la même récompense que celle accordée à ce déserteur. Gilcher a répondu qu'il ne savait pas exactement combien avait été versé à Belenko et a remis à Tolkatchov 1000 roubles, ajoutant que la CIA était prête à lui verser cette somme chaque mois. L'ingénieur soviétique a demandé 10 000,
Mais pour être honnête, ces 2 chiffres semblaient dérisoires au regard des énormes risques encourus. Pour comparer, Tolkachov, en tant que chef designer d'un institut de recherche fermé, gagnait plus de 300 roubles par mois, plusieurs fois le salaire moyen d'un ingénieur en URSS. Plus tard, il a avoué que l'argent lui était surtout nécessaire comme symbole de reconnaissance, car dans des conditions de pénurie totale qui régnaient même à Moscou, beaucoup de choses étaient impossibles à acheter, même pour n'importe quel montant en roubles. Avant de se séparer, l'agent a remis au coordinateur un carnet contenant une nouvelle série d'informations secrètes obtenues. Tolkachov a immédiatement exprimé son souhait que les Américains lui fournissent un appareil photo miniature, ce qui lui permettrait de photographier des documents, par exemple tard le soir, lorsque ses collègues quittent déjà le bureau, car recopier à la main ou reproduire des dessins complexes est incroyablement laborieux. La première rencontre personnelle a duré environ 40 minutes. Gilcher et Tolkachov ont discuté en se promenant dans les rues désertes et gelées de Moscou en janvier. À l'issue de cette rencontre, l'agent de la CIA a rapporté à sa hiérarchie que le nouvel agent avait fait preuve d'une grande responsabilité et avait exprimé sa volonté de poursuivre la coopération. Pour les rencontres suivantes, les Américains ont élaboré un schéma de conspiration spécial. Ils ont sélectionné plusieurs lieux pratiques à proximité de la maison de Tolkachov afin qu'il puisse facilement s'y rendre pour une promenade. Chaque point a reçu un nom de code, par exemple Valera ou Nina. L'opération se déroulait ainsi. Un agent de la CIA appelait Adolphe chez lui et faisait semblant d'avoir composé le mauvais numéro, cherchant un certain Valera. Tolkachov répondait que cette personne n'était pas là et raccrochait. C'était le signal. L'agent sortait alors de chez lui et se dirigeait vers le lieu convenu, disons, un banc dans un parc, désigné par le nom de code Valera, où son coordinateur l'attendait déjà. Ainsi, au cours des rencontres suivantes, l'agent Sphère a continué à fournir à la CIA des informations précieuses. Par exemple, il a transmis une description détaillée de la construction et des systèmes embarqués du tout nouveau chasseur soviétique Su-27. La partie américaine a satisfait l'un des souhaits de Tolkachov. Il a reçu un appareil photo miniature caché pour photographier des documents. De plus, la CIA a partiellement augmenté le salaire de cet informateur précieux, lui versant immédiatement 5000 roubles, la moitié de la somme qu'il avait demandée. Cependant, les appétits de l'agent ont rapidement augmenté. Lors de la rencontre suivante, Tolkachov a formulé de nouvelles exigences. Tout d'abord, obtenir pour lui une capsule de poison au cas où il serait arrêté, et ensuite augmenter considérablement son honoraire. Il exigeait désormais de la CIA une récompense à 6 chiffres et en dollars. Selon ses dires, c'était le montant mentionné dans les émissions radio concernant le pilote Belenko. Pour l'administration, ces demandes représentaient un véritable dilemme. Une capsule de poison entre les mains d'un agent relativement nouveau, c'était trop dangereux. Que se passerait-il s'il paniquait et décidait de s'empoisonner même en cas de fausse alerte? De plus, si les autorités soviétiques découvraient par accident du cyanure caché chez l'ingénieur, il n'y aurait plus aucun doute sur son activité d'espion. La question financière était également complexe. Il s'agissait de centaines de milliers de dollars, une somme inédite pour toute opération de renseignement. Officiellement, il était alors impossible d'acheter ou d'échanger des devises en URSS. Il n'existait qu'un marché noir où un dollar coûtait plusieurs roubles. Même en acceptant, la question se posait. Où Tolkachov pourrait-il garder de telles sommes?
Et comment pourrait-il les dépenser sans attirer l'attention? La résidence moscovite devait prouver à sa hiérarchie que le nouvel agent valait vraiment cet investissement. Après des discussions, la CIA a pris une décision de compromis, renoncer pour l'instant à fournir la pilule mortelle, mais satisfaire la demande financière de Tolkachov. Lorsque les spécialistes ont analysé l'ensemble des informations obtenues de Sphère, leurs conclusions ont impressionné la direction. Grâce aux renseignements sur les développements soviétiques, les Américains pouvaient économiser des dizaines de millions de dollars pour leur complexe militaro-industriel, en connaissant à l'avance les technologies que développait l'adversaire. Le Pentagone pourrait mieux répartir ses propres ressources. De plus, Tolkachov lui-même faisait preuve d'une prévoyance remarquable. Dans l'une de ses lettres au coordinateur, il a exposé un plan détaillé de travail pour les 10 à 12 prochaines années, décrivant quelles données il pourrait communiquer progressivement et ce dont il aurait besoin pour cela. Son objectif, formulé sans détour, dans cette même lettre, était de causer un maximum de dommages à l'Union soviétique. La détermination et le succès de Sphère ont convaincu la direction de la CIA d'accepter des dépenses sans précédent. Pour Adolphe Tolkachov, une récompense record a été sanctionnée. Environ 200 000 dollars versés en une seule fois, puis environ 300 000 dollars par an. De telles sommes n'avaient jamais été versées à aucun agent auparavant. Au début de l'année 1980, des experts de l'US Air Force ont estimé que les secrets de Tolkachov permettraient d'économiser jusqu'à 1 milliard de dollars pour le budget américain, car ces dessins et rapports resteraient pertinents pendant au moins 8 à 10 ans. Ainsi, l'ingénieur soviétique s'est en fait transformé en espion d'1 milliard de dollars. Bien sûr, ce titre n'existait pas officiellement. Les journaux soviétiques ne publiaient pas de classement des espions les mieux payés. Néanmoins, le fait est là. Le chef concepteur de l'Institut de recherche soviétique gagnait grâce à sa trahison, plus que le président des États-Unis dans son poste légitime. Cependant, réaliser ces paiements fabuleux dans la réalité soviétique n'était pas simple. La fin des années 1970 et le début des années 1980, en URSS, sont souvent qualifiés d'époque de stagnation. La principale préoccupation des citoyens à l'époque n'était pas de gagner de l'argent, mais de trouver le strict nécessaire. Même si Tolkachov avait voulu dépenser tous les roubles reçus, il n'y avait pas vraiment de quoi les dépenser. La plupart de l'argent, il le gardait simplement chez lui. Par exemple, il empilait des liasses de billets dans les greniers, où sa femme et son fils ne regardaient pas. Pour lui, les biens matériels que les Américains lui apportaient à sa demande étaient bien plus importants. Des produits importés en pénurie, inaccessibles aux acheteurs soviétiques ordinaires. La CIA fournissait à Sphère ce dont les autres ingénieurs soviétiques ne pouvaient que rêver. Des rasoirs de qualité et des médicaments français, jusqu'aux fournitures de bureaux en provenance de Tchécoslovaquie et aux disques vinyles de groupes de rock occidentaux pour son fils en pleine croissance. On lui faisait également parvenir des livres censurés, par exemple des ouvrages d'opposants soviétiques publiés à l'étranger. Une partie des paiements était accumulée par la CIA sur un compte bancaire confidentiel à l'étranger, au nom de Tolkachov. Les agents de renseignement poussaient de plus en plus Adolphe à réfléchir à son avenir et à envisager la possibilité de fuir le pays. Tolkachov, au début, se dérobait à cette idée, mais avec le temps, il a commencé à envisager l'émigration. C'est à peu près à cette période qu'une autre opération retentissante a eu lieu, montrant que le KGB pouvait également connaître des échecs.
enfin le major du KGB, Viktor Sheimov, a réussi à quitter secrètement l'URSS avec sa femme et sa petite-fille. Les agents de la CIA les ont cachés dans une voiture, ont traversé la frontière avec la Finlande, puis ont emmené les fugitifs en Amérique. Pendant plusieurs mois, les autorités soviétiques ont été convaincues que la famille Sheimov avait disparu à la suite d'un incident criminel ordinaire, tant l'exfiltration s'était déroulée de manière impeccable. La même année 1980, Tolkatchov a eu un nouveau coordinateur. Le nouvel agent de liaison de Sphère était l'opérateur David Rolf. Cette nomination correspondait à la nouvelle stratégie de la CIA. Des agents sous ce que l'on appelait une couverture profonde ont commencé à être envoyés à Moscou, alors qu'auparavant, les employés de l'administration opéraient sous la légende de diplomates. Désormais, le personnel technique et de soutien de l'ambassade était impliqué dans la résidence. Le KGB surveillait généralement ses employés, ordinaires avec beaucoup moins d'attention, surtout durant les premiers mois suivant leur arrivée, tant qu'ils menaient une vie routinière, maison, travail, magasin, maison, patinoire, une fois par semaine. De plus, les nouveaux agents n'avaient ni pas été exposés dans d'autres domaines, ce qui signifiait que le contre-espionnage soviétique n'avait aucune information préalable les concernant. David Rolf faisait justement partie de cette nouvelle vague d'agents invisibles. Un soir d'octobre 1980, David Rolf est entré dans le bâtiment de l'ambassade américaine avec sa femme, sous le regard attentif d'un policier de garde à l'entrée. La présence de sa femme donnait l'impression que le couple rentrait simplement d'une promenade. À l'intérieur, Rolf s'est immédiatement dirigé vers la salle des services techniques, où il a préparé sa dissimulation. Il s'est changé et a appliqué du maquillage, se transformant en un employé technique, quelconque en tenue de travail. La sécurité d'État surveillait ces travailleurs en combinaison grise avec beaucoup moins d'attention qu'elle ne le faisait pour les diplomates de carrière. Dans son nouveau déguisement, David a quitté l'ambassade et a commencé à tourner dans la ville, prenant soin de brouiller toute éventuelle surveillance. Il a fait plusieurs arrêts en tramway, est entré dans un magasin de fleurs, puis a changé pour un bus et a marché dans différentes rues. Pendant tout ce temps, l'agent observait attentivement son environnement. Il scrutait les voitures suspectes, observait les passagers et les piétons aléatoires. À la fin de son parcours, il est soudainement entré dans le hall d'un immeuble résidentiel et a rapidement monté plusieurs étages, espérant provoquer d'éventuels poursuivants à le suivre. Rolf s'est caché dans l'escalier, écoutant. Tout était calme autour de lui. Toute cette opération pour échapper à la surveillance a duré environ 1h30. Vers 9h du soir, un agent de la CIA est arrivé au lieu de rendez-vous convenu. C'était sa première rencontre avec Sphère. Après avoir échangé des phrases codées, ils sont passés aux choses sérieuses. Rolf a informé Tolkatchov que sa demande concernant une capsule de poison serait enfin satisfaite. Le moyen spécial lui serait remis lors de l'une des prochaines rencontres. Auparavant, les Américains avaient fermement refusé cette demande à plusieurs reprises, mais le risque pour l'agent ne cessait d'augmenter, et le quartier général avait changé de décision. Le fait est qu'à l'Institut où travaillait Adolphe, les règles de sécurité concernant le traitement des documents avaient été renforcées. Auparavant, Tolkatchov pouvait sortir des dossiers secrets des archives sous sa propre responsabilité. Par exemple, prendre quelques documents pendant sa pause déjeuner, les cacher sous son manteau, et de retour après le déjeuner, les remettre discrètement à leur place. Désormais, lors de la remise de documents, il était nécessaire de laisser son badge de service dans les archives, sans lequel il était impossible même de sortir du bâtiment. En réalité,
L'ancienne méthode, prendre un dossier, le ramener chez soi, le remettre, avait cessé de fonctionner. Néanmoins, Tolkachov a trouvé une solution. Il avait un ami dans les archives qui acceptait de violer les instructions et de remettre des documents sans garantie de l'identification. À la question de Rolf sur le fait que cela ne soit pas trop dangereux, l'ingénieur soviétique a simplement haussé les épaules. Dans leur métier, tout était en réalité dangereux. À la résidence de la CIA, ils ont décidé de fabriquer un duplicata parfait de son badge pour Sfeir. Mais cela nécessitait du temps. En attendant, Adolf devait continuer à agir à ses risques et périls. En 1981, une révélation soudaine a eu lieu, mais pas de la part du KGB ou de la direction de l'Institut, mais sur le front domestique. La femme d'Adolf, Natalia, a un jour découvert, sur la table, un petit appareil photo et d'autres dispositifs d'espionnage que son mari avait oublié de cacher après une nouvelle séance de prise de vue de documents. Natalia a immédiatement compris ce que faisait son époux. Tolkachov n'a pas nié l'évidence et pour détourner l'attention, a déclaré qu'il collaborait prétendument avec le KGB. Cependant, sa femme ne s'est pas apaisée. Elle a souligné qu'une telle aventure mettait en danger sa propre sécurité ainsi que celle de leur fils et a exigé qu'il mette immédiatement fin à l'espionnage. Adolf a dû mentir et promettre qu'il cesserait ses contacts risqués. L'ironie du sort, c'est en grande partie Natalia qui a inspiré Tolkachov à entreprendre cette mission dangereuse. Le nom de jeune fille de sa femme est Kouzmine, et sa famille a durement souffert pendant les temps staliniens. Le père de Natalia, Ivan Kouzmine, était journaliste et rédacteur en chef d'un journal sectoriel, Industrie légère. Sa mère, Sofia, était née dans une famille juive ukrainienne. Le père de Sofia s'était établi au Danemark et l'invitait de temps en temps à lui rendre visite à l'étranger. Cela a suffi pour qu'elle tombe sous le coup des soupçons en pleine période de grande terreur. En 1937, Sofia Kouzmine a été arrêtée sur la base d'une accusation fabriquée de participation à un complot trotskiste et fusillée une semaine plus tard. Son mari Ivan a été arrêté peu après et envoyé dans des camps pour 10 ans, tandis que la petite Natacha, âgée de 2 ans, a été placée dans un orphelinat. Ivan Kouzmine n'est revenu de sa détention qu'en 1947 et il a été réhabilité au milieu des années 1950. 1 an avant sa mort, Ivan a eu le temps de raconter à sa fille, devenue adulte, la vérité sur le sort de sa mère. Tolkachov connaissait bien cette histoire familiale. Il savait que sa femme lisait des publications clandestines, refusait de signer une lettre d'approbation au travail concernant l'entrée des chars soviétiques en Tchécoslovaquie en 1968 et n'éprouvait en général pas de sentiments chaleureux envers le pouvoir soviétique. Tous ces faits ont en grande partie poussé Adolf à prendre la décision d'agir contre le régime. De plus, son propre parcours de vie a conduit Tolkachov à ce choix. Il est né à la fin des années 1920 au Kazakhstan, mais a déménagé avec sa famille à Moscou, alors qu'il était encore enfant. Il a obtenu une formation technique. Il a terminé l'Institut Polytechnique et, par affectation, est arrivé dans le même NIR de construction de radio Phasotron. En fait, il y a travaillé toute sa vie. Bien qu'il n'ait jamais manifesté d'activité d'opposition ouverte, Tolkachov, comme on dit, gardait l'oreille attentive. Il lisait de la littérature interdite, s'intéressait au destin de dissidents connus, l'académicien Andreï Sakharov, l'écrivain Alexandre Solzhenitsyn, etc. et écoutait les émissions de La Voix de l'Amérique.
Le désir de frapper le système soviétique mûrissait en lui progressivement. Après l'affaire retentissante de la fuite de Viktor Belenko, Tolkachov a réalisé que l'arme la plus puissante contre le régime pouvait ne pas être un pistolet ou une bombe, mais des documents ordinaires, des rapports secrets, des schémas et des plans qui se trouvaient sur son bureau. Dans une lettre à la CIA, il avouait qu'il n'avait jamais été en Occident et qu'il n'idéalisait pas les États-Unis. Mais il avait l'impression que là-bas, il pourrait vivre en tant qu'homme libre. C'est pourquoi il a choisi les Américains comme alliés. Malgré toutes les mesures de sécurité mises en place, Tolkachov continuait à fournir régulièrement des secrets aux Américains, littéralement sous le nez du contre-espionnage soviétique. En 1982, la nouvelle direction de la résidence a engagé un personnel supplémentaire de profonds agents, comme Rolf, pour travailler avec lui. Tolkachov a même reçu un émetteur radio compact pour des communications d'urgence à distance, mais il insistait toujours pour avoir des rencontres en personne. L'agent Sphère considérait qu'il était fondamental de voir ses superviseurs en face à face, et la CIA tenait compte des souhaits de son précieux informateur. Les rendez-vous se déroulaient tantôt dans la rue, tantôt directement dans la voiture personnelle de Tolkachov. Il venait d'acquérir une Lada discrète. Le renforcement du régime de confidentialité à l'Institut n'a pas entravé le flux d'informations. Presque à chaque rencontre, Adolphe parvenait à transmettre des centaines de nouvelles photos de plans et de rapports. Cependant, vers le milieu de l'année 1983, quelque chose a mal tourné. Tolkachov a manqué plusieurs contacts préalablement convenus. 2 autres rencontres ont dû être annulées. Des soupçons commençaient à émerger quant à la présence de personnes du KGB dans les environs. Enfin, les agents de la résidence ont essayé de l'appeler chez lui, mais le téléphone restait silencieux. La tension montait. Il n'y avait eu aucune nouvelle du plus précieux espion de la CIA depuis plusieurs mois. Début décembre, une nouvelle rencontre était prévue selon le calendrier. Pour cette fois, afin d'éviter toute surveillance, la CIA a utilisé un truc éprouvé appelé « Jack dans la boîte ». L'agent de la résidence a réussi à semer ses poursuivants, et à l'heure convenue, il a enfin rencontré Tolkachov. Adolphe a présenté ses excuses et a expliqué son long silence par le fait qu'il ne se sentait pas bien ces derniers temps, en raison de son hypertension. Sa pression artérielle élevée l'avait perturbé. Néanmoins, il n'est pas venu les mains vides. Il a apporté une épaisse liasse de notes et plusieurs films contenant des photographies d'une nouvelle série de documents secrets. Au début de l'année 1984, la CIA avait même préparé un plan pour une éventuelle exfiltration de Sphère avec sa famille vers les États-Unis. Mais Tolkachov a finalement catégoriquement refusé l'émigration. Il a raconté à son superviseur l'histoire de connaissances qui étaient partis en Israël et qui, dans leurs lettres, se plaignaient de leur nostalgie pour leur patrie. Adolphe a avoué qu'il avait réalisé qu'il ne pourrait pas vivre dans un pays étranger, même dans une autre ville. Ainsi, le plan d'évasion a été mis de côté. Pour les Américains, cela s'est en fait révélé être une bonne nouvelle. Leurs précieux agents continuaient à travailler sur place. En 1983, un épisode inquiétant s'est produit dans la vie de Sphère. Un jour, Adolphe a été soudainement convoqué par la direction de l'Institut, apparemment pour une question banale. Dans le bureau du directeur, le téléphone a sonné. Le chef du service de sécurité institutionnelle, directement subordonné au KGB, demandait de préparer une liste de tous les employés ayant travaillé sur un certain type de radar. Tolkachov a blêmi. Il avait littéralement transmis des informations sur ce radar secret aux Américains
1 mois auparavant. Horrifié, il est retourné chez lui, presque convaincu d'avoir été découvert. Le lendemain, il a pris un congé maladie et s'est mis frénétiquement à nettoyer les preuves. Chez lui, Tolkachov a rassemblé l'argent liquide caché, les caméras d'espionnage, l'émetteur, les livres interdits, tout ce qui pouvait le compromettre, et les a emportés hors de la ville. Là, sur une route déserte, il a détruit les objets dangereux. Il a brûlé les preuves et a jeté les pièces métalliques des dispositifs, une, par la fenêtre de la voiture sur le chemin du retour vers Moscou. En retournant au travail, et en particulier en entrant dans le bureau de la direction, Adolphe se préparait invariablement au pire. Il retirait discrètement de son stylo la capsule de poison et la plaçait sous sa langue pour ne pas se rendre vivant. Il faisait cela chaque fois qu'il était convoqué sur le tapis. Tolkachov portait la capsule avec lui lors de ses rencontres avec les Américains, et même simplement en sortant des documents de l'Institut. Les semaines et les mois passaient, mais le silence régnait toujours autour de lui. Aucune nouvelle n'émergeait concernant une mystérieuse vérification. On ne savait même pas si elle était liée à une fuite d'informations ou si c'était simplement une coïncidence. Une chose était claire. Quoi qu'il arrive, Adolphe Tolkachov avait décidé de ne pas se rendre vivant. Cette drame avait un autre participant invisible. À la fin des années 1970, un certain Edward Lee Howard, un employé de 28 ans d'une société de conseil à Chicago, a décidé de changer radicalement de vie et de voir le monde. Il a postulé à la CIA et a réussi les tests de sélection. En 1982, Howard s'est vu offrir un poste à la résidence de Moscou. Pendant sa préparation pour le voyage, il a eu accès à une partie des documents du département de Moscou de la CIA. Il est possible que parmi ces papiers figurait le pseudonyme Sphère, c'est-à-dire des informations sur l'existence d'un agent précieux au sein d'un institut de défense soviétique. On ne sait pas si Howard connaissait le vrai nom de cet agent, mais le travail n'a jamais eu lieu. Juste avant son départ pour Moscou, Edward a échoué à un test polygraphique. Des tests répétés ont seulement confirmé le problème. Il s'est avéré que Howard avait dissimulé des informations sur certaines infractions mineures de son passé. À cela s'ajoutèrent des données connues sur son abus d'alcool. En fin de compte, en 1983, Edward a non seulement été écarté de son affectation, mais a également été licencié de la CIA. Avant son licenciement, il a signé un engagement de non-divulgation de toutes les informations obtenues pendant son service, mais il a gardé une rancœur. Lors d'un voyage touristique en Europe, Howard a pris contact avec des représentants du renseignement soviétique. Pour 60 000 $, l'ancien agent a accepté de leur transmettre tout ce qu'il savait. Parmi ces informations se trouvait celle selon laquelle la CIA avait un précieux informateur au sein de l'un des instituts de recherche scientifique soviétiques liés à la défense. Même sans nom précis, cela suffisait pour que les agents du KGB commencent leur chasse. La question ne portait que sur le moment où le taupe serait démasqué. Pendant ce temps, malgré l'atmosphère oppressante et sa santé déclinante, Tolkachov poursuivait son activité. Il s'efforçait de ne plus sortir de documents du bâtiment. Il photographiait souvent les papiers sur place, par exemple dans les toilettes vides de l'Institut. Les films étaient parfois de mauvaise qualité, en raison d'un éclairage insuffisant, mais il parvenait tout de même à extraire des informations précieuses. Les données de Sphère représentaient toujours une immense valeur. Lors d'une des réunions, le superviseur a informé Adolphe que son compte à l'étranger avait accumulé près de 2 millions de $.
Au début de mars 1985, Tolkatchov n'a pas donné de nouvelles, manquant son rendez-vous prévu. Au cours des mois suivants, les Américains lui ont laissé des signaux, mais il ne s'est jamais manifesté. Une nouvelle rencontre était prévue pour début juin, mais elle a dû être annulée par la CIA elle-même. La surveillance du KGB s'était clairement intensifiée. Quelques jours plus tard, lors d'un week-end de juin, Tolkatchov et sa femme rentraient à Moscou en voiture. Leur véhicule a été soudainement arrêté par une patrouille de la GSAI. Adolphe a pris ses documents et est sorti de la voiture. À ce moment-là, plusieurs personnes ont surgi d'une embuscade, ont saisi l'ingénieur et l'ont littéralement emporté dans un fourgon de service stationné à proximité. Aucun de ces agents de la GAI n'était réel. L'opération était menée par un groupe d'intervention du KGB. La veille, les contre-espions soviétiques avaient fouillé secrètement l'appartement des Tolkatchov et y avaient en découvert un ensemble complet de preuves, des caméras cachées, un récepteur radio, des sommes d'argent importantes, une capsule de poison, des enregistrements et d'autres objets témoignant directement de l'activité d'espionnage d'Adolphe. Une semaine après l'arrestation de Sfer, un agent de la CIA est arrivé à une nouvelle rencontre prévue. S'assurant qu'il n'était pas suivi, il s'est dirigé vers le lieu habituel. Une Lada, familière de Tolkatchov, était garée à proximité. À ce moment-là, plusieurs hommes robustes ont surgi de leur cachette. Ils ont saisi l'agent et l'ont contraint à monter dans une voiture, l'emmenant ensuite pour un interrogatoire au siège du KGB à Loubianka. Lors de la fouille, on a trouvé chez lui des caméras d'espionnage cachées, des liasses de billets et d'autres preuves, témoignant éloquemment du fait qu'il n'était pas un diplomate ordinaire. Dès cette nuit-là, le détenu a été déclaré persona non grata et expulsé du pays. À la résidence de la CIA à Moscou, ils ont immédiatement compris si les agents de la sécurité d'État se trouvaient au bon endroit, au bon moment. L'histoire du espion à $1 milliard était terminée. En août 1985, un officier du KGB soviétique travaillant à Rome a fui vers l'ouest et a révélé aux Américains des informations sur un traître parmi leurs rangs. Un certain agent sous le nom de code Robert, un ancien officier de la CIA, préparé pour une affectation à Moscou mais licencié juste avant son départ, a transmis des données secrètes à l'URSS. Pour les spécialistes travaillant sur le dossier soviétique, il ne faisait aucun doute qu'Edward Lee Howard avait dénoncé cet informateur précieux à Moscou. Le FBI a convoqué Howard pour un interrogatoire, mais il a tout nié. Il a été relâché avec une surveillance discrète, mais cela n'a pas aidé. Peu après, le rusé individu a réussi à échapper à la surveillance, a quitté discrètement son domicile, a quitté le pays et après un certain temps, s'est manifesté en Union soviétique où il a obtenu l'asile politique. Dans les années 1990, Howard a même publié des mémoires dans lesquels il continuait de nier son implication dans l'échec de Tolkatchov. Au début des années 2000, l'ancien espion, âgé de 50 ans, est mort dans des circonstances étranges. Il aurait soi-disant chuté d'une hauteur dans son appartement à Moscou. Le procès d'Adolphe Tolkatchov a eu lieu en 1986. Il a été condamné à la peine capitale, la mort par fusillade. La veille de son exécution, il a eu la possibilité de voir son fils. Adolphe lui a demandé pardon. Son fils a répondu qu'il n'avait pas à s'excuser. En octobre 1986, l'agence d'État TASS a officiellement annoncé qu'Adolphe Tolkatchov avait été fusillé pour espionnage et trahison envers la patrie. Natalia Tolkatchova a été jugée pour avoir su les actes de son mari sans en informer les autorités. La femme de l'espion a purgé 3 ans de prison. En 1987,
Elle a été libérée par amnistie et est retournée à Moscou. En mars 1991, Natalia est morte d'un cancer. En décembre 1991, l'Union soviétique elle-même a cessé d'exister, un empire contre lequel Adolphe Tolkachov avait un jour déclaré sa guerre secrète.